Bon, la clim marche pas. Oui, oui, on aura entendu cette phrase plein de fois. Comme je comprenais toujours pas pourquoi la clim ne marche pas, j'avais décidé d'enlever le tableau de bord et de remplacer le bloc de chauffage par celui que j'avais avant sur la 222, conçu pour l'ancien gaz, le R12, parce qu'a priori, ces blocs fonctionnent mieux avec les gaz de substitution qu'on achète dans les bonbonnes. Évidemment, c'était pas la bonne piste et j'ai dû recommencer en cherchant dans d'autres directions. Globalement, j'ai essayé toutes les mauvaises solutions avant de prendre la bonne. Et tout ça a duré 3 semaines. Donc il en résulte une vidéo qui est assez longue, même si j'ai essayé de la raccourcir au maximum. Il faut que j'enlève le tableau de bord. Alors pour enlever le tableau de bord, c'est la merde. Dans il y a une vis là, une vis là, les deux autres c'est inaccessible. La petite elle est là, la quatrième elle est là-bas. Ça va, les essuie-glaces. Sur les Ghibli, il faut enlever ça. Bref. Bon, j'ai réussi à dévisser le flash. Ensuite, il faut enlever le mécanisme, donc les essuie-glaces, qui se coincent toujours contre tout ce qu'il y a autour, donc c'est la merde aussi. Donc il faut enlever ce et la boîte à gants, ça là. Ça y est, j'ai enlevé le tableau de bord. J'ai dû en chier pendant 1h30, 2 heures. Donc pour l'enlever, ben voilà, les trous qu'on voit là, ce sont justement les trous qu'on dévisse par l'autre côté. Et puis obligé de descendre la colonne direction vachement bas parce que la boîte à fusibles qui est là, elle est suspendue sur une espèce de virgule en acier qui descend très bas. Et quand on essaie de sortir le tableau de bord, cette merde elle s'accroche partout. Donc si on enlève, si on baisse pas complètement, impossible de faire passer le machin. Maintenant je vais enlever le bloc chauffage clim là, ce machin là. Ça tient juste sur deux vis ici, une vis par là-bas là, et puis une vis par là. Bloc de ma GT, un bloc de QP4, j'ai un autre bloc, c'est l'évaporateur et le chauffage. Et donc ça c'est le bloc de ma 222, mais le bloc d'avant. Donc il est nickel, hein, vraiment très propre, parce que l'autre par exemple il est tout, l'autre là-bas il est tout cassé. Et donc je ne l'ai jamais ouvert. Je voulais vous montrer ce qu'il y a dedans quand on ouvre après des années de fonctionnement. Voilà. Il y a tout ça là. Des noisettes, des plumes d'oiseaux, tout un tas de merde. Et tout ça, ça baigne dans le moteur. Donc ça c'est le ventilo hein, qui tourne très très mal. C'est pour vous dire que là, j'avais mis une grille là, ça sert. J'ai sorti nettoyer le bloc, donc chauffage clim. En fait c'est un truc combiné, donc ça c'est la clim et ça c'est le chauffage. Entrée-sortie du chauffage et entrée-sortie de la clim. Donc c'est le même bloc que dans le bloc de la GT, enfin le bloc chauffage, c'est ce truc combiné. Il y a juste les sorties de la clim qui sont différentes parce que ici l'étendeur, c'est le truc qui fait le froid en fait. Il est décomposé en deux morceaux et il est comme ça. Alors que donc c'est un détendeur R12. Alors que ici, le détendeur il se visse ici. C'est un truc bon, je vous montrerai. Et c'est un truc standard qu'on trouve sur d'autres voitures. Bon, c'est le même que sur les Toyota en fait. J'ai sorti donc le bloc de la GT. Et en fait, ils sont pas pareils les deux. Dans le GT et QP, donc probablement aussi, la partie chauffage, c'est un truc standard. Je sais pas de quelle voiture ça vient, je vois pas de marque. C'est plus fin que sur les anciens. Et du coup, la partie clim est plus épaisse sur les 134 que sur les R12. Donc ça, c'est le détendeur, j'ai sorti. Donc en fait, il se branche comme ça. Et après... il y a une autre pièce qui se met là et puis donc c'est les conduits qui partent vers la bagnole et c'est plus fin là, les ailettes sont plus fines sur la GT. Bon, j'avais aucune intention de faire un cours sur la réfection du chauffage, mais comme je me retrouve à tout refaire, pourquoi pas. Donc la première chose, c'est que dans la version R12,
il y a ça c'est le détendeur, et dedans il y a un joint torique. Il faut le changer parce que le mien devait avoir 40 ans. C'était le noir là. Le noir. Les joints maintenant ne sont plus jamais noirs, enfin en principe. Et en plus c'était du R12, donc il résiste moins au gaz moderne. Ensuite, donc il y avait cette histoire de ventilo. Je voulais juste le récupérer, enfin le réutiliser. Et puis je me suis dit que j'allais quand même regarder l'état des balais. Et il est pas terrible, hein. Alors je me suis dit j'allais récupérer les balais. Mais après, je me suis aussi rendu compte que il y a vachement de jeu latéral. Donc ça sert à rien. Et ensuite, je me suis rappelé que j'avais des moteurs, que j'avais acheté des moteurs compatibles, ceux-là. Voilà, c'est tout pareil, sauf qu'il n'y a pas la braquette là. Donc il va falloir que je la monte dessus. Alors là, c'est des bidules là, comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Il faut que je les perce pour les faire sauter et remplacer par des vis probablement. Bon, au final, ça s'appelle des rivets. Comme ça. Donc en fait, ça c'était des rivets, et d'origine, c'est des rivets en alu, donc ça se perce très facilement, même trop facilement. J'en ai remis des alus aussi. Et puis il faut chasser au maillet ces tambours là, pour un par un, en fait, en chassant juste d'un côté de l'autre pour bien aligner. Puis c'est tout. Facile. Ah, ça c'est le thermostat qui évite que ça gèle dans l'évaporateur. Je le fixe ici, alors que d'origine il est fixé là. Bon, c'est à peu près au même endroit. Je préfère, je trouve que c'est mieux que ça soit sur la même boîte. Par contre, normalement la sonde elle rentre à l'intérieur du bloc. C'est ce qui était fait sur le bloc d'origine. Mais moi je vais pas le faire. J'ai percé un trou là. Et je vais poser la sonde comme ça. Et ensuite, il faut remettre le bloc en place. Donc c'est un peu galère parce qu'il y a plein de trucs qui se coincent. Les sondes par exemple, elles se mettent jamais là où il faut. Donc il faut enlever le bloc de nouveau, le remettre, etc. Puis il faut le visser par-dessus, puis sur les côtés. Et puis voilà, globalement, ça se fait assez rapidement. C'est en musique d'ascenseur d'ailleurs, hein, que je ne vous mets pas ici, ou de la pseudo-électro. Maintenant, il va falloir raccorder à la bagnole. Bon, la flotte, ça se raccorde comme d'origine. Rien de spécial. C'est la clim qui pose problème. Ça et ça. Donc d'origine, il y avait un truc comme ça. Mais ici, il y avait un détendeur R134. Et là, le détendeur, il est là. Donc pour raccorder ce tuyau là, ça pose pas trop de problèmes, même en récupérant le tuyau d'origine. Voilà, parce qu'en gros, on met un truc comme ça, on met un virage là, un 90, une petite durite entre les deux, et ce conduit il n'arrive pas suffisamment près du trou. Donc là, le fait d'origine, il arrive comme ça. Il est assez loin du trou. Donc, ce conduit, il a une partie en durite. Donc, je vais couper et je vais rallonger. Cette durite, je vais la remplacer par une plus longue parce que de toute façon, elle est déjà un peu marquée. Là, c'est un truc femelle. Donc, il faudra que j'achète un mâle. Donc, ça va. Le problème, c'est ça. Parce que ça, c'est très près du trou, mais un peu trop loin. C'est-à-dire que si je mets un virage comme ça, là je suis un peu limite par rapport au trou. Ça, c'est pas un problème. J'élargis le trou, c'est bon. Le problème, c'est la durite d'origine, celle-là, qui arrive ici.
En fait, on est là, il faudrait un raccord de l'autre côté, il faudrait un raccord mâle. Et enfin femelle, enfin bref, l'inverse de ça. Je sais pas, ça dépend quoi ce qu'on regarde. Et on est trop près là. Je sais pas souder l'alu. Et il n'y a pas de pièces comme ça en 90 qui ont des raccords de côté. Donc, et cette pièce là, en fait, il y a une durite et après elle se raccorde donc à la sortie. Non, au retour vers le compresseur. Donc je pense que je vais être obligé de garder cette pièce et puis mettre une durite à la place de tout ça. Et là, il va falloir, je sais pas, faire un truc. Peut-être mettre une petite durite là, un 90, un pif paf aussi. Je sais pas. C'est un peu chiant. Le fait d'avoir déplacé la pompe de DA de l'autre côté du moteur, ça donne complètement accès à tout ce qu'il y a de ce côté. Compresseur de clim, c'est vachement bien. Il ne me faut pas beaucoup de temps pour démonter ça, enfin 5 minutes. Il y a aussi cette durite qu'il faut que je remplace, donc c'est celle qui sort du compresseur et qui va sur le condenseur. J'ai constaté quand je suis allé faire charger en R134, ce sertissage il a commencé à fuir. En fait, en bougeant dans certaines positions de la durite, ça fuyait. Et après, ça s'est mis à fuir tout le temps. Donc, je vais la refaire aussi. Mais ça, c'est facile. Bon, je refais cette durite là. J'utilise donc je sais pas comment ça s'appelle, sertisseuse. Oui, donc en fait, il faut juste enlever ces machins d'origine qui sont en acier. Voilà, je pense que c'est de l'acier, quoique. Et ça, j'utilise ces machins en alu parce que ce truc, si on lui donne à bouffer de l'acier, il pète. Et bon, après c'est assez facile. Donc ça vaut pas très cher, ça vaut genre 120-130 euros sur AliExpress avec les frais de cochon. Enfin, quoique je sais pas si je l'ai acheté sur Ali ou sur Amazon, mais enfin bon, ça vaut dans ces eaux-là. Et après, en fait c'est bon, la notice évidemment, donc là on vous donne des tailles par rapport au numéro, mais obligé d'essayer parce que c'est une notice chinoise, ça veut dire inutilisable. Il faut essayer, en fait, foirer quelques trucs comme ça, là, comment ça s'appelle, bref, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, pas une chemise, je sais plus quoi. Faut en foirer quelques-unes parce que oui, les tailles indiquées sont pas les bonnes évidemment. Et après, c'est assez con, c'est assez simple à utiliser. Et pomper jusqu'à ce que ça ne pompe plus. Voilà, là ça bloque. C'est que c'est bon. C'est étanche parce que j'ai utilisé ça sur... Ah oui, des fois je repassais autrement. C'est étanche, j'ai fait ça sur la 222 et ça fait déjà, je sais pas, 2 ans que ça tient. Et ça fuit pas, là, je recharge pas la clim. Je crois que des fois je repasse un petit coup. Oui, juste oublié de dire, tout ça j'achète sur Ali. Donc les durites au kilomètre, ça vaut 13-12 euros le mètre en fonction du diamètre. Ça s'appelle des manchons, je me suis rappelé. En fait, tous les accessoires, donc ces trucs-là, je les réutilise parce qu'ils sont pas standards, ils ont des angles un peu différents, puis ils sont costauds, ils sont en acier.
alors que tout ce qui est vendu sur Ali, c'est en alu, donc c'est beaucoup plus fragile. Quand je peux, je réutilise. Globalement, les diamètres ici sont des fois différents du diamètre de ce qu'ils fournissent, donc ce qu'ils vendent, mais en fait, c'est pas très important. Ça, le sertissage marche quand même très bien. Donc là, par exemple, là, je vais avoir, je vais faire aussi, je vais refaire une durite plus longue. Et ça, c'est une durite donc plus fine. Mais c'est pareil, je vais juste défaire les manchons. Ça, c'est très précieux, cette partie en alu, parce que ben, on n'en trouve pas. Je vais juste mettre un truc plus long parce qu'il faut que je rapproche ce bout de la cloison du pare-feu. Donc tout se trouve et ça vaut pas cher, enfin ça vaut des euros quoi. Bon, évidemment, quand vous en prenez un wagon, ça fait une centaine d'euros, mais ça vous suffit pour 2-3 bagnoles quoi. J'ai reçu les raccords. Alors vous voyez celui-là, là, donc ça c'est le papa que j'ai reçu, qui se branche sur le tuyau d'origine. Et ça c'est un... Non, ça c'est un maman et ça c'est un papa. Enfin bref, là je vais mettre juste une durite que j'ai reçue aussi. Donc là c'est bon. Par contre c'est ici qu'il y a un problème, parce que j'ai le choix entre... Soit je mets un coude comme ça, mais le problème c'est qu'il bute là. Et de l'autre côté de la paroi, bah, il va directement dans le moteur. Ou alors, je mettrai un 45, donc là c'est un 90 sort comme ça. Un 45 ça sortirait comme ça. Et après je le prolongerai avec une durite et qui se raccorderait à ce conduit là. Donc là en fait avec la souplesse de la durite, ça passerait en 45. Il faudrait faire donc ici un 45 degrés. Parce que si je sors ici, il faut faire un super virage très serré. Et après se raccorder là. Et bon, ça fait tordre trop la durite. Mais le problème, donc là, un 45 en fait, il serait comme ça. D'accord. Le seul problème, c'est que je ne l'ai pas trouvé avec un écrou dessus. Et là, quand j'essaye de mettre les trous, il passe pas à cause du virage. Donc je vais essayer de couper cet écrou au bout là. Là c'est de l'acier, pas de l'alu. Ouais. Ça passe. Voyons voir. Ouais, pas mal. Donc là, maintenant, je vais mettre une durite qui va vers celle-là. Celle-là, je vais la remplacer, mais pas complètement, parce que ici, il y avait le port basse pression. C'est par celui qu'on recharge, par celui-ci qu'on recharge. Donc je vais couper là, je vais insérer un T et je vais mettre une durite comme ça. Et comme ça, j'aurai un port basse pression ici. Et comme disent les gens instruits par chez nous, même pas que je vais faire comme j'ai dit. J'avais acheté exprès ce raccord. Donc il a un port basse pression, c'est marqué L dessus, ce qui prouve ce que je dis. Et du coup, je vais juste refaire toute la durite à partir de là-bas jusqu'à de là-bas. Bon, comme ils disent à chaque fois, faites pas attention au bordel. Hein, j'ai pas fait le ménage depuis jamais. Donc ça, c'est les tuyaux d'origine. En fait, il faut que j'enlève ces chaussettes qui sont encore en bon état. Parce que c'est ce qui fait étanchéité entre la cabine et la baie du moteur. Sans les péter. Et donc, ça allait la chaussette dedans. Ah merde, elle sert pas assez. Bon, il va falloir mettre un machin qui sert là. Mais pour l'instant, c'est pas ça le plus gros du problème. Le plus gros du problème, c'est que cette chose, elle passe tout près de
du bord du trou. Et il faut pas que ça frotte parce que le bloc de chauffage il frotte pas, enfin il bouge pas, mais le moteur bouge. Ce que je voudrais, c'est que cette chose, elle protège un peu le conduit, que ça soit ça qui s'efface, qui s'use quand le truc est en place. Alors, au final, le plus chiant, c'est pas d'installer la durite, tout ça, c'est installer la chaussette et de réussir à l'installer alors que c'est vraiment comme ça en 45 tout près du bord. Elle se retrouve comme ça. Bon, là, il va falloir mettre un collier, mais sinon, ça va. Hein. Bon, comme d'habitude, il faut d'abord se rappeler à quoi correspondent tous ces chiffres qui servent à rien. Moi j'avais fait des notes. 5/8 c'est du 16. Donc c'est pas ça. Donc ouais. Bah si, c'est ça. C'est ce que j'avais mis. Ah si, ouais, ça c'est du 16. Donc sinon ce serait celle-là qui va jusqu'à 10. Mais 10 c'est trop serré. Et sinon ce serait la 10 aussi. La 10. Qui ferait de 20, 26, 21 et qui sert jusqu'à 12, 13. Mais moi je suis pas en 13, je suis en 14 ou je suis en 13. Je suis en 13. Bon, il faut réussir à lui parler à cette chaussette. J'ai réussi à l'installer. Pour l'instant ça, je l'ai coincé comme un con. Ah bon, il va falloir se décider à couper, hein. À couper la jambe. Alors, est-ce que je me suis trompé? Bon, voilà, j'ai installé. C'est pas dégueu, c'est un poil trop long. La durite, mais ça va, ça touche pas la paroi. Je vais la sertir. J'ai pété l'autre passe-cloison comme un débile. Alors il y a un truc, tout le monde sait qu'il faut pas jeter la visserie, mais savez-vous qu'il ne faut jamais jeter les passe-cloisons? Et j'ai trouvé ça chez moi, enfin dans mes réserves. Et ça, c'est des passe-cloisons chinois que j'achète sur Ali. Et en fait, je vais mettre un truc comme ça, clac. En fait, ça sera là-dessus. Bon, bref, vous voyez. Parce qu'une fois que je l'aurai mis, je pense que je vais même plus pouvoir l'enlever. Parce que là, il rentre un peu sans trop forcer, mais comme ça va l'écarter là-dedans, ben, ça va être encore mieux. Bon, finalement, pas catastrophique. Elle est un peu courte, mais très peu, ça va. Ouais, j'avais oublié que j'avais des lumières. Je me disais, mais pourquoi il fait si noir sous le capot? Ben, c'est juste parce que j'ai oublié qu'il y a ces lumières-là. Hop, cool. C'est pas très droit. Hein. Bon, j'ai fait cette durite. Et on va voir si je me suis bien planté ou juste un peu. Ce qui est intéressant, c'est que la clim sur cette voiture, d'origine, c'est une R132, 34. Mais tous les raccords sont des R12. Les filetages sont pas les mêmes et les diamètres sont légèrement différents aussi. Et ben là, c'est que du R12 partout. Ce qui est bien, parce que ça reste compatible entre des biturbos d'avant et jusqu'à cette GT qui est sortie en 97, donc c'est la dernière année.
des Ghibli. Et ouais, j'ai une Ghibli avec une pastille verte. J'ai tout branché. J'ai oublié de montrer. J'ai changé le déshydrateur. Il faut le changer à chaque fois qu'on ouvre le circuit. Et puis j'ai rechargé. Donc j'ai un compresseur comme ça. Une fois que j'ai tiré le vide, je branche là et puis j'ouvre de ce côté et paf, je recharge. Et puis je vais laisser la nuit. Là, il est... vous n'avez jamais vu mon horloge. Il est 8 heures. Ce sont des morceaux d'un blindé russe. Et en fait, ça, je crois que c'est le cul d'un obus. Bah, ça vient de la guerre, quoi. En Ukraine. C'est les militaires qui m'ont envoyé ça. Je ne l'ai pas acheté. Et je verrai demain si c'est encore sous pression et je démarrerai. Et je verrai si la clim marche. Ouais. C'est toujours la même pression. Le test. Là, on entend claquer le compresseur de clim. Et que ça s'ouvre. Ça, c'est pour la vitre. Ah bah, on dirait que ça marche. Enfin, en tout cas, un peu. Là, on voit, ça circule dedans. Alors, j'ai l'impression que ça marche pas. Enfin, ça marche légèrement. Il y a 10 bars là. Il y a 1,5 bar dans la basse pression. Là, c'est la haute pression. Je vais me brancher sur l'autre haute pression. Oh putain, il y a de la pression là. Shit, ça tient pas. Merde, ce raccord est à chier. Ça marche pas. Au début, ça a fait un peu de froid. Et après, rien du tout. Comme si le détendeur marchait pas. Je redémonte de nouveau. Un détendeur d'une version étrange que j'avais là sur la voiture. Je l'ai récupéré, je sais plus sur quelle voiture c'était. Il n'y a pas de marque ni rien, comme si c'était. Puis la bonbonne est assez bizarre. Ça, c'est ce que j'ai récupéré sur une autre. West Germany. Donc c'est avant la chute de Berlin. Et EH 5010. Celui-là, donc je l'ai vérifié au congélo. Une fois qu'il a été congélo, ça se referme. Pas complètement, mais ça se referme. Donc il fonctionne au moins à peu près. Là, avec celui-là, j'entendais même pas le pchit habituel de la clim. Ça donne chaud de revisser tout ça. Et pourquoi c'est trop long là? Ah putain, ils sont pas pareils les détendeurs. Oh merde. Ok, bon, de toute façon, je vais pas refaire la tuyauterie. J'enlève le bouchon que j'ai mis là, juste pour pas que le déshydrateur aboie trop d'air. Aboie. Pas aboie, mais bois. Voilà. Pas besoin de serrer comme une burne. Ça sert à rien. Bon, tac, là c'est serré. Oh putain, je me suis déchiré. Le gant fait chier. Ils sont pas gratuits les gants, c'est pas payé par l'État. Là je recharge. 16. C'est pas grand chose quand même. Hein. Aïe aïe aïe. Ça marche. C'est pas très froid quand même. Bon là la clim ne s'allume plus. C'est intéressant. Pourtant là ça souffle carrément.
c'est le compresseur qui a surchauffé. Je vais aller le mesurer. Ah oui, il a surchauffé, en effet. Combien il est? Enfin, il est très chaud. Je crois qu'il doit se couper genre vers 100 et quelques. Alors j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que le compresseur se met en sécurité, probablement par surchauffe. Je ne sais pas pourquoi. Et deuxième, c'est que ça souffle même quand il y a 10 degrés là, là ça souffle chaud, comme si l'air ne passait pas par le chauffage, par le radiateur, l'évaporateur. Pourtant, il n'y a pas d'eau chaude là qui passe. Je ne l'ai pas branché. Voilà. Je vais de nouveau tout démonter. J'ai aussi vérifié s'il y avait de l'huile dans les durites qui vont du compresseur sur le condenseur et sur la bouteille déshydratante. Il n'y en a pas. Tout ce liquide, c'est ce qu'il y avait dans l'évaporateur de la clim. Ça continue encore. J'ai vidé tout ce que j'ai pu d'huile du compresseur, du condenseur, l'évaporateur, toutes les durites, parce que je pense que un des problèmes était que l'huile était saturée de flotte et en fait elle ne faisait plus son boulot. Elle avait une sale gueule orange et je pense qu'il y avait trop de flotte. J'ai acheté de l'huile d'un autre type, pas la PAG qu'en général les gens mettent, mais la PAO. Donc c'est une huile qui ne se mixe pas avec la flotte, et ce qui fait qu'elle ne peut pas boucher le déshydrateur. Bon, moi je vais tirer le vide. Bon, ça a l'air de marcher, donc là c'est au ralenti avec les ventilos allumés, mais j'accélère pas. Là je commence à accélérer. C'est moins efficace que le R134, hein, clairement. Là c'est l'air qui est plus chaud quand il arrive côté moteur. On va voir si la clim arrive à le refroidir. C'est pas polichon, hein. C'est vraiment étrange pourquoi l'air qui sort de l'évaporateur est si pas froid. Mystère et boule de gomme. Ça fonctionne mais pas. Tous les paramètres sont bons. Mais bon, ça refroidit déjà moins qu'au début. Ça refroidit jusqu'à 9 maintenant. Bon, il fait un peu chaud dans le garage, c'est sûr. Merci le moteur. Mais bon, ça devrait quand même fonctionner. Je vais rouler comme ça et j'en ai ras le cul. Ensuite, j'ai remonté le tableau de bord et j'ai commencé à utiliser la voiture pour voir comment la clim allait se comporter. En roulant, la clim, voilà, la sortie est à 9 et dehors il fait genre 20, je crois, ou 21. Bon, c'est pas super, mais ça fonctionne un peu. Ça fonctionne mieux qu'avant en fait. J'ai rechuté. J'ai de nouveau démonté la clim. Cette fois le compresseur. Parce que maintenant je vais voir s'il déconne pas. Parce qu'il surchauffe. J'arrive à obtenir 4 degrés en sortie du détendeur, mais après assez rapidement la température monte dès que ça commence à chauffer, la pression monte. Bref, il chauffe trop, c'est pas l'absence d'huile ni rien. Donc j'ai commandé un kit comme ça, qui a priori est celui parce que c'est les mêmes compresseurs que celui Saab 9000 de l'époque et peut-être d'autres voitures. On dirait qu'il a déjà été démonté parce que la vis là au centre
était pas serré. Donc est-ce qu'il a été mal refait ou est-ce qu'il... Bon, je sais pas. Alors ça c'est l'intérieur d'un autre compresseur, un autre intérieur, mais c'est les mêmes compresseurs. Ça c'est des ce compresseur là est censé, enfin c'est marqué dessus R134, c'est un SS99. Il y a des SS140 et des SS je sais plus quoi, 120. Mais en fait, en gros, ils sont tous pareils. Je sais pas ce qui, en quoi ils diffèrent. Le roulement est en super état. Voilà, pour enlever ce machin, c'est la merde. Je vois même pas ce que je fais. Waouh. Il y a un autre truc comme ça au fond là, c'est très loin. Bon, je vais y passer des heures là. Bon, pour l'instant, j'ai laissé tomber l'idée de démonter ça. C'est magique ces machines. Les pétards. Bon, ça sort. Hein. Il se passe quoi? J'ai encore oublié un truc. Ah, c'est bon. Ouais. J'ai réussi à presque tout vider avant de démonter. Donc là, voilà, c'est foutu comme ça, c'est tout vide dedans. Et là, on a le même truc que là. Les filtres, ça c'est des filtres. Je sais pas s'ils sont bouchés ou si c'est juste rempli de liquide. Faudrait que je souffle dedans. Bon, je vais déjà continuer à démonter. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. On le sent en dévissant que c'est pas de la merde. Je suis toujours fasciné par les mecs qui bossent sans gants sur des trucs dégueulasses. Je sais pas comment ils font. Parce que... Enfin, c'est pas le prix que ça coûte quand même. Puis maintenant, ça c'est des gants en nitrile. Comme ça. C'est très épais. C'est assez difficile à déchirer. Bon, je testerai après. Je verrai si c'est bouché, ces filtres. Alors, est-ce qu'il y a un sens à ce truc? Ça, je me rappelle plus. Ça va en haut. Ouh, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Bien usé là.
Ouah. Donc j'ai ouvert, ça c'est bien. Ah oui, non mais en fait, il est... Je crois que c'est complètement usé dedans. Bon, déjà, les ailettes sont pas bloquées. Parce que des fois, elles sont carrément bloquées dans les logements. Par contre, elles ont une sale gueule. Et alors, je me demande si on peut les retourner. Mais de toute façon, le problème, c'est que c'est vachement usé, là. Ah ouais. C'est vachement usé. Il a dû manquer d'huile, le compresseur, il est vraiment usé. Et les surfaces, là... Oula. Je trouve que ça bouge un peu trop librement dedans. Les surfaces, là, elles sont vraiment attaquées. Elles sont pas plates. Enfin, le bord, l'arête. Là, la surface, là, elle est... Waouh! Ouais, il est mort, le compresseur, en fait. Faut pas chercher plus loin. Je vais le refermer. Ça sert à rien de se faire chier avec, quoi. Alors ça c'est un autre compresseur que j'ai. Bon déjà là c'est pas usé. Bon c'est un peu marqué. Mais rien de grave. À l'intérieur c'est un peu rayé. Mais sans plus. Un peu rayé. Et ces bidules là. En fait ils sont... Voilà, ils sont lisses quoi. Ils sont usés mais normalement. Alors j'ai l'impression que ces lames qu'on peut les retourner. J'ai l'impression qu'au départ elles étaient plates des deux côtés et qu'elles finissent par s'user, mais enfin par se roder, mais qu'au final on doit pouvoir les retourner, je pense. Donc c'est un compresseur comment on les appelle ça, circulaire, un truc comme ça, avec 2 chambres. Donc quand ça tourne, la force centrifuge chasse les ailettes. Hein. Et de ce que je comprends, là, les entrées c'est par là. En fait l'entrée elle est devant dans le compresseur. Ça entre par ces trous là. Et ça sort dans cette chambre là. Enfin par là. Et en fait ça, ces lamelles, c'est ce qui définit la pression de sortie. J'ai l'impression qu'il y a des lamelles un peu élastiques sous les... Ça c'est un peu courbé. Ces lamelles sont un peu courbées. Et je pense que la lamelle qui est là-bas, elle ferme là, le trou. En fait, elle va s'écarter sous la pression. Et ça va servir de butée. Donc ça définit la pression minimale en fait. Donc la pompe est en bon état. Donc je vais l'utiliser. Il faut que j'enlève... en fait, j'ai dans ce compresseur, comme un débile, quand j'ai démonté, j'ai pété ça. Et ça, c'est un joint. J'ai pété le plastique là. En fait, c'est un joint qui est plaqué.
contre le carter. Merde. C'est monté comme ça et après ça appuie. En fait, c'est un joint torique dedans. J'imagine que ça fait 2 étages de fil de joints. Il y a celui-là et il y a celui-là. J'ai réussi à enlever ce machin avec une méthode barbare et 2 tournevis. Surtout la méthode barbare. Voilà. Tac, l'embrayage. Ah, d'accord. Oups. En plus, ce truc, il est complètement crabouillé. Le filtre, c'est sympa. Et ça, c'est tombé de là. Ah oui, c'est des cales. Ah, c'est ce qui définit, je suppose, le jeu de l'embrayage. Ah, mais là, le système n'est pas le même. Ah, le joint n'est pas pareil. Donc là, on a un vrai joint SPI. Alors que dans les autres, c'était un joint torique dans le logement. Parce que ça, c'était un R12. Celui qui marche. Et le compresseur qui marche pas, c'est un R134. Ah, mais il est... Ah, mais non, ils sont pas pareils. Haha. Ah ouais, ils sont pas pareils, les compresseurs. Ça, c'est un R12. Et ça, c'est un 134. Et ben, le R12, il est vachement plus profond. Il est plus gros, en fait, le compresseur. Donc, il débite. Il a plus de débit. Je vais voir si je peux le monter. Aucune rondelle. Intéressant, hein? Aucune rondelle dans l'assemblage. Des vis de classe 12 et serré à mort. Il y a des rondelles à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc normalement... Ah voilà, c'est bon, ça se monte. Bon, je récapitule. J'ai passé un certain temps. Alors, donc j'ai un compresseur de R134 que j'avais sur la Ghibli et qui est mort. Il est usé, il est mort. Et j'ai un intérieur, enfin j'ai un autre compresseur de R12. Donc le compresseur de R12, donc l'ancien, il est plus haut que le 134, ce qui veut dire qu'il a un débit plus élevé. Le nombre d'ailettes est le même, hein, et la capacité des chambres est la même. Enfin, tout semble identique. Une petite différence donc, que j'avais remarqué et j'ai réussi à comprendre pourquoi. Ça, c'est un carter du R12 et dedans, sur l'axe, là, il y avait ce joint qui est un joint torique. Il a l'air. Par contre, sur le R134, celui de la Ghibli, il y a un joint SPI. Et en fait, on ne peut pas utiliser le corps R12 avec le carter R134 directement parce que la lubrification à l'avant ne se fait pas de la même manière de l'axe. Donc dans le R12, en fait, il n'y a aucun trou ici. D'accord? Et pour lubrifier l'avant, faire écouler, je sais pas, faire communiquer en tout cas l'avant de l'axe avec le reste de l'huile, en fait, il y a des trous qui relient cette chambre-là avec le compresseur. Enfin, la façade du compresseur. Donc la pression n'est pas forcément très élevée, mais il y a de la pression.
D'où la nécessité d'avoir un joint torique qui tient des pressions énormes, d'accord? Sur le R134, ils ont modifié le système. Ils ont percé un trou entre l'arrivée de l'huile et donc cette chambre. Ils ont mis un spi. Mais par contre, la façade, là, elle n'est plus percée. Il n'y a plus les deux trous, là. Donc, cette chambre ne communique plus avec le compresseur. Donc, elle ne peut pas être en grosse surpression. Donc, ce que je suis obligé de faire, c'est de récupérer la façade du R134 et de la mettre sur le corps du R12. Et il se trouve que ça semble que ça soit pareil. Bon, les numéros et tout ça sont pas les mêmes, mais quand je compare les tailles, on dirait que c'est les mêmes. On dirait, je prends le risque. Donc ça, je vais mettre comme ça. Alors, le compresseur, le 134, il est mort. Il est mort de chez mort parce que le corps du compresseur, il est mort. Et on voit que là, c'est un peu usé aussi, mais c'est juste un voile. Par contre, dedans, là, le palier, il est un peu usé. Mais il est un peu usé surtout à l'avant, mais pas à l'arrière. Je pense qu'avec l'huile, tout ça, ça ira bien. Ça n'a pas l'air d'être très usé. Si je prends, quand je l'enquille, que j'essaie de voir le jeu, il y a un tout petit jeu. Et là, c'est le même jeu. Donc, évidemment, là, c'est nickel. Hein. Mais, voilà. Je vais utiliser celui-là. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué. Ça, c'est donc la façade de la R134. Et manifestement, le compresseur a déjà été ouvert. Et vous voyez, là, c'est le R12. Et il y a un joint torique là. Et là, il manque. Il est absent. Et je ne sais pas si c'est normal. Alors, je me demande s'il l'aurait pas oublié. Parce que globalement, un joint spi, ça tient que dalle en pression. Et ça, en gros, quand ça rentre, il y a quand même de la pression là. Parce que ça, c'est le retour, donc c'est le circuit de retour. Et oui, peut-être que c'est quand même exprès qu'il n'y ait pas de joint justement pour que ça s'écoule. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, il y a le même usinage que là, prévu pour le joint torique là. Je vais réfléchir. Bon, je vous la fais courte. J'ai tout remonté. Donc j'ai refait le compresseur. Enfin, j'ai changé en fait le compresseur. Et là, ça marche. J'ai pas complètement chargé à max. La température en sortie du détendeur est un peu dans les mêmes températures que ce qu'il y avait avant. Voilà, ça tourne pas vite. Si je monte les tours, ça marche mieux. Quand j'ai allumé la clim, c'est descendu à 1 degré pour le détendeur. Voilà. 7 et le tuyau de retour est froid, ce qui est en général un bon signe, ça veut dire que ça refroidit plus que ce qu'il faut. Et l'air est frais. De toute façon, avec ce gaz, c'est jamais très froid, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche. Et en plus, donc le ventilateur, le compresseur ne surchauffe pas. Voilà. Donc c'était bien le compresseur qui était mort. Et en fait, tout avait l'air de fonctionner, mais je pense qu'il fuyait à l'arrière. En arrière, en fait, il compressait, mais il y avait des fuites du gaz en arrière, ce qui fait que le gaz n'avançait pas assez bien dans l'évaporateur, et donc ça ne refroidissait pas assez dans la cabine, mais en plus après il surchauffait. Voilà, mission accomplie.
Ça, c'est la température du compresseur à l'extérieur. Avant, elle montait à 90 et ça a coupé. Ce que j'ai surtout appris, il fallait être vraiment très con comme ce que je suis pour avoir besoin d'une leçon. C'est que quand on refait un moteur, il faut aussi refaire le compresseur de clim. En fait, moi, j'ai toujours pensé que c'était compliqué parce que je me rappelais comment j'en chiais pour les démonter. Mais en réalité, c'est très simple. On bave un peu pour sortir donc toute cette partie embrayage et tout ça, mais après à l'intérieur c'est très simple. Et si c'est usé, on jette. Et sinon, on change juste les joints et c'est tout. Il faut tout de suite refaire le compresseur, ne pas se faire chier. Vous voyez, moi, ça a dû me coûter genre 200 € tout ça, avec les 3 ou 4 bouteilles déshydratantes, les gaz et tout. Il faut tout refaire. Bon, ok, si c'était chez un professionnel, j'aurais peut-être payé 3000 et ça n'aurait pas marché, comme ce qu'avait fait les précédents de la Ghibli et de 222. Mais bon, 200 balles alors que j'aurais pu en dépenser que 50, c'est quand même, ça fait chier, et puis surtout le temps que j'ai passé. Ça m'a coûté aussi de l'essence, parce qu'il faut faire tourner le moteur au ralenti. Bref, voilà. Refaites le moteur, le compresseur, et en fait, n'espérez pas qu'il marche. Démontez-le, les kits sont disponibles, faites pas chier, vous les refaites et c'est tout, et ça marche. Et les compresseurs de R12 sont meilleurs que les compresseurs 134 parce qu'ils sont plus gros, ils ont un plus gros débit. Allez, salut!